On va parler de déshypnose aujourd'hui et la question de fond qui se pose, c'est comment on aurait pu de toute façon parler d'hypnose sans connaître la déshypnose. Une question qui est un peu provocatrice, mais qui est très gentille au fond. Et vous allez voir que l'objectif de ce live, ça va vraiment être de vous éclairer sur la notion de déshypnose, vous expliquer en quoi c'est top pour vous, en quoi ça simplifie l'hypnose, en quoi ça éclaire l'hypnose, en quoi ça accélère l'hypnose, en quoi ça facilite l'hypnose et en quoi ça sublime même l'hypnose. Eh ben oui, mais avant de nous parler de tout ça, là, tu nous fais un super teasing, mais déjà, qui est Monsieur Frédéric Vincent? Alors, j'aurais pu répondre de différentes façons, mais d'une façon, je dirais, plus professionnelle, je vais vous dire que je suis créateur du zéro mental, spécialiste du changement rapide, et que le zéro mental, en fait, est à la jonction de trois grands piliers d'évolution humaine qui sont, un, l'hypnose, deux, la méditation, trois, la supraconscience. On va y revenir ensemble. Spécialiste du changement rapide, j'ai notamment aidé plusieurs centaines d'hypnothérapeutes à accélérer leur processus de changement en hypnothérapie en leur faisant gagner entre un tiers et la moitié de leur temps de travail avec le plaisir, le confort et la liberté qu'il y a en plus de ça. Et également à prendre forcément donc des raccourcis thérapeutiques dans leur travail. Donc ça fait environ une dizaine d'années que je les aide à faire ça. Mhm. Et à travers Zéro Mental, ben, on fait un peu plus que ça. On fait également de la déshypnose. Et c'est pour ça que je vais vous expliquer davantage ici le principe de déshypnose. Je sais que vous êtes tous certifiés. Rémi a bien filtré dans le groupe tous vos profils. Donc, c'est top. Donc, il y a des choses que je n'aurais pas besoin de vous réexpliquer. Je vais pouvoir aller droit au but. Je ne vais pas vous faire 36 démonstrations. On va partir du principe qu'il y a plein de présupposés que vous savez déjà. Et je vais faire en sorte de vous éclairer. Super. C'est vrai que quand on s'est rencontrés, c'est il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, tu travaillais déjà sur les techniques de changement rapide, de zéro mental. D'ailleurs, on avait un peu échangé là-dessus, puisque on avait remarqué qu'on avait enfin, des visions qui se rapprochaient. Mais c'est vrai que on n'a jamais réellement parlé chacun de nos travaux et voir s'il y avait des choses similaires ou pas. Mais Hmm. c'est très bien comme ça parce que ça évite de justement peut-être de, de s'imprégner trop et pouvoir garder notre propre identité. Enfin, ça, Absolument. c'est ma vision. Mais c'est super. Et c'est vrai que tout ce qui est changement rapide, je vois j'ai pas la même dénomination, mais une façon de travailler qui est aussi différente. Et les gens gagnent, ils me disent, hein, on gagne 70 à 80% d'efficacité, de résultats. Donc, je suis Hmm. entièrement d'accord avec toi. Hmm. Donc là, ok, ça, c'est. D'ailleurs, tu as commencé l'hypnose quand? Alors voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est de vous expliquer très rapidement mon parcours. Au départ, moi, je viens plutôt de la méditation, du silence mental, de la méditation profonde. Pour faire très, 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 très court, quand j'étais jeune, j'ai eu vraiment ressenti le besoin de pouvoir dépasser des blocages, etc. J'ai fait des thérapies, j'ai même fait de la psychanalyse, toutes ces choses-là. J'ai fait beaucoup de choses pour dépasser des blocages. Et puis un jour, je me suis rendu compte qu'en fait, moins il y avait de mental sur l'instant présent, plus mon mental se taisait, plus il y avait une désinhibition qui pouvait se mettre en place. Et puis j'ai été vraiment très loin là-dedans, jusqu'à un moment donné vivre, on va dire, une ouverture de conscience assez intense que je vais appeler plus le point zéro dans ma pratique du zéro mental. Et qui sont des états beaucoup plus proches de la non-dualité, des états dits j'aime pas trop ce mot-là, mais des états dits d'éveil, non-duel, etc. Mhm. Et donc, du coup, je suis venu de là et de ce fait, c'est un petit peu comme si bah, je suis né dans une pièce fermée, sans lumière, et tout d'un coup, sans le vouloir, j'appuie sur la porte, tac, il y a la lumière qui arrive, et je vois la lumière, et clac, la porte se referme comme ça. Et donc, je prends ce shoot de point zéro et je me dis, waouh, c'est quoi ce truc? Et en plus, ça m'a permis à un moment donné, de ressentir un état où il y avait plus d'identification au mental, au corps, et plus d'identification non plus, plus d'inhibition inconsciente à ce moment-là. Et donc, du coup, bah, j'ai recherché ça toute ma vie. Toute ma vie, j'ai cherché ça à la guerre, quoi. Parce que ben, tant qu'il n'y avait pas cette lumière qui revenait dans ma vie, entre guillemets, c'est une métaphore, bien sûr,
je me sentais pas vraiment vivant, ni heureux, ni quoi que ce soit. Donc j'ai cherché ça, j'avais 19 ans, et puis 10 ans après, j'ai rencontré l'hypnose ericksonienne. Et là, ça a été un choc parce que finalement, en hypnose, on va commencer à me parler d'état d'hypnose, tu vois, alors que bon, moi, j'étais quand même très au courant quand même de tout ce qui est état d'éveil de la conscience, on va appeler ça comme ça. Oui. Et état d'hypnose, tout d'un coup, waouh, je prends ça. Et comme j'étais en référence externe à ce moment-là vis-à-vis de mes formateurs, je me disais, ouais, il y a vraiment l'état d'hypnose. Et franchement, ça a foutu le bordel dans ma tête pendant longtemps, jusqu'au moment où, de fil en aiguille, avec le temps, j'ai fini par réunir ce qui était le point zéro, la méditation d'un côté, l'hypnose de l'autre côté, qui était vraiment chacun de leur côté, hein. Le point zéro, la méditation, c'est vraiment le silence mental, la dissolution de l'ego, l'effacement des frontières. Et que là, l'hypnose, c'était plus l'hyper mental, l'hyper imaginaire, le renforcement de l'ego, même on pourrait dire, hein, le renforcement des désirs et des peurs. C'est-à-dire qu'en fait, quand on crée quelque chose sous auto-hypnose, on répond à un désir qu'on a de créer quelque chose, et puis on évite des peurs, on fait des changements, etc. Et puis, de fil en aiguille, en fait, j'ai rassemblé ça sur une grille de lecture commune, qui est finalement celle que je vais vous décrire brièvement là, à travers les 3 phases de déshypnose. C'est le travail que j'ai fait, tout en précisant que l'hypnose m'a quand même apporté quelque chose d'exceptionnel, c'est cette compréhension de la reprogrammation de l'inconscient. Alors, donc, il s'est passé ça dans ma vie. Et puis ensuite, quelques années après, on a fait appel à moi pour faire des séminaires d'auto-hypnose dans une grande école, académie d'hypnose française. Et également, ensuite, on a constaté que ma façon de pratiquer l'hypnose créait des raccourcis, des accélérations. Et donc, du coup, on a créé à l'époque ce qu'on a appelé la PNLH, qui était en fait ce qu'on appelle le changement rapide aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, on le fait de façon plus ample, avec beaucoup plus d'éléments, etc. Donc, il y a vraiment la phase de déshypnose, la phase de réunir l'hypnose et la méditation sur une seule grille de lecture, et puis d'accélérer les processus de changement en hypnothérapie. Ça, c'est mon chemin. Et donc, aujourd'hui, j'ai 43 ans, donc ça fait quand même un moment que je fais ça. Ça fait plus d'une dizaine d'années que j'ai les hypnothérapeutes, comme je l'ai dit tout à l'heure, à accélérer leur processus de changement. Et je développe Zéro Mental, le praticien Zéro Mental, qui est en fait une formation qui permet de devenir un hypnotiseur qui déshypnotise. Et le Zéro Mental étant un simplificateur et un accélérateur des processus et des expériences. Un simplificateur et un accélérateur des processus d'évolution. Alors, à l'époque, tu avais fait une formation au Phoenix Institute de Zéro Mental. J'imagine que depuis, ça a énormément évolué, bien qu'à Énormément. l'époque, les techniques étaient vraiment très intéressantes et bluffantes. Ouais, tout à fait. À l'époque, quand j'ai formé chez toi, Rémi, à Phoenix Institute, c'était davantage ce qu'on appelait des séminaires one day. C'était beaucoup ce qu'on appelle aujourd'hui le mental off. Dans le zéro mental, vous avez 3 grands piliers pédagogiques qui sont le mental switch, donc d'utiliser l'imaginaire en vue de créer un changement dans sa vie. Tu as le mental off qui vise à couper ta pensée l'espace d'un temps, de fortement la diminuer ou la couper l'espace d'un temps pour découvrir un espace de silence intérieur et potentiellement vivre des reprogrammations de l'inconscient à partir de là. Et puis, le 3e pilier, c'est le point zéro, c'est vraiment de s'établir en amont des croyances racines les plus profondes que nous avons sur nous-mêmes et le monde, qui sont je suis le penseur, je suis l'agissant, je suis le corps. Donc ça, le point zéro, c'est vraiment la déshypnose très profonde, et on y reviendra peut-être un petit peu potentiellement tout à l'heure. Vous verrez de quelle façon ça permet de faciliter l'approche de votre client, sa vie, dans son évolution en thérapie ou en coaching, et puis également votre vie de thérapeute quand vous abordez tout ça. Alors, je précise une chose quand même, c'est que le principe de base du zéro mental, c'est de faire comprendre aux gens assez facilement, de leur faire constater plutôt, qu'ils sont déjà sous hypnose. Tous. Tous, là, qui m'écoutez, vous êtes en présence du plus grand hypnotiseur de tous les temps. Et là, vous vous demandez si c'est pas Rémi, ou si c'est pas un mec qui se la raconte à côté de Rémi. Et c'est ni l'un ni l'autre, en fait. C'est que vous êtes en présence de votre mental, et que votre mental, il vous hypnotise formidablement le jour et même la nuit quand vous dormez.
Votre mental, en fait, il vous hypnotise, il vous amène dans le passé, dans le futur, dans l'interprétation du présent, dans des distorsions de perception, dans tout un tas de phénomènes hypnotiques que vous vivez au quotidien. Dans les désirs, dans les peurs, il vous amène des fantômes, des sirènes, et vous êtes en fait finalement dans cette hypnose mentale quotidienne. Et on pourrait résumer les choses en disant, bah voilà, l'hypnose, c'est de suivre le mental partout où il nous amène et de s'identifier à tout ce qu'il nous dit. Et que la déshypnose serait finalement de prendre le chemin complètement inverse, c'est-à-dire de retourner notre perception et de revenir regarder d'où provient le mental, d'où proviennent nos mouvements, d'où proviennent nos perceptions. Ça, c'est vraiment pour vous simplifier les choses. Vous êtes déjà hypnothérapeute, vous êtes déjà certifié, donc le mental, vous savez probablement déjà que c'est l'ensemble des idées et des images qu'on entretient dans notre tête, consciemment ou inconsciemment, et que donc toutes ces images, elles s'auto-activent seules. Je ne vais pas vous refaire la démonstration, mais pour celui qui aurait un doute, il n'a qu'à essayer d'arrêter de penser et il verra qu'au bout d'une heure, qu'il essaye d'arrêter de penser pendant une heure, il va voir qu'au bout de 5 minutes, sa pensée va continuer de s'auto-activer seule. C'est pour ça que je dis souvent aux élèves qui viennent dans nos formations, est-ce que c'est vous qui pensez ou est-ce que c'est la pensée qui pense, même si vous ne le voulez pas? En somme, il est très facile de mettre en lumière que notre pensée pense même si on ne le veut pas, et que là où on croit qu'on est le penseur, on croit qu'on est identifié, on croit que c'est nous qui pensons, on croit que c'est nous-mêmes qui prenons même les décisions, on s'aperçoit après quelques petits exercices que tout ça c'est du fake et qu'en réalité c'est notre mental qui pilote le tout, parce que je ne vous apprendrai pas non plus que toute idée est un phénomène idéomoteur potentiel. C'est-à-dire que si Rémi a une bonne émotion, une bonne pensée, il va avoir une bonne émotion. Si Rémi a une mauvaise pensée, il va avoir une mauvaise émotion. Et en fonction de son émotion va conditionner ses réactions. Et sa réaction va conditionner son comportement. Son comportement va conditionner ses attitudes. Ses attitudes vont conditionner ses habitudes. Et ses habitudes vont conditionner son destin. Ça veut dire que si on remonte jusqu'à la source, on revient au mental. On revient au fait que finalement tout est piloté par le mental, sauf que on a environ 60 000 pensées par jour qui conditionnent nos émotions, qui conditionnent nos réactions, qui conditionnent nos comportements, nos habitudes, nos attitudes. Combien de pensées vous choisissez consciemment chaque jour sur ces 60 000? D'après moi, peu. Voilà, très peu, très peu. Donc c'est là qu'on voit qu'en fait le mental, il est roi en nous, il prend toute sa place. Et le pire dans tout ça, c'est pas vraiment ce que je vous ai dit. Le pire dans tout ça, c'est qu'on est identifié à tout ce qu'il nous raconte. C'est-à-dire que il a créé un tout petit nous-mêmes à l'intérieur. Il a créé un Fred Vincent, il a créé un Rémi Phoenix, il a créé un Jean-François Hirsch, il a créé toutes ces personnes-là qui sont là. Vous êtes 41 là présent pour l'instant. Il a créé ça. Il a créé donc un petit vous-même qui va dans le futur, qui va dans le passé, et puis qui s'imagine des choses sur ce qui se passe sur le présent. Et ça, c'est ce qu'on appelle la construction tout simplement hypnotique de l'ego, quoi, de l'hypnose mentale profonde. Donc, je ne vais pas forcément aller plus loin dans la démonstration que vous êtes déjà tous vraiment profondément sous hypnose et que vous ne rentrerez jamais sous hypnose parce que vous y êtes déjà. Alors, évidemment, on est sur le groupe Hypnose Underground. On voit Rémi faire de superbes démonstrations dites d'hypnose. Et je vais quand même vous dire, nous, comment on interprète ce phénomène au sein de Zéro Mental, parce que c'est une question de grille de lecture. Vous savez vous-même que les mots sont très importants en tant qu'hypnothérapeute. Les mots sont très importants parce que les mots, c'est une vision. Et vous comprendrez encore plus tout à l'heure pourquoi on en est venu à cette vision évidente. Vous allez le comprendre très facilement. Mais j'aimerais revenir sur ce que fait Rémi, sur ce que vous faites vous. C'est que ça ne remet rien en cause de ce que fait Rémi, bien au contraire. Ça prouve au contraire que nous vivons déjà des phénomènes hypnotiques très courants. Nos émotions sont des phénomènes hypnotiques, nos distorsions de perception, nos peurs, nos angoisses, nos problèmes, tous ces trucs qui n'existent pas, sont des phénomènes hypnotiques. Et que lorsque Rémi travaille avec un client à faire une induction rapide et instantanée, comme nous on va le faire en praticien Zéro Mental, eh bien là où dans notre grille de lecture on est déjà profondément sous hypnose, la question qui se pose c'est quoi en fait que fait Rémi donc quand il fait une induction avec un client,
Eh bien, c'est tout simplement, nous, ce qu'on appelle une induction sublogique. C'est-à-dire que Rémi contourne le facteur critique de l'autre, il contourne, il bypass sa logique, d'accord? Il passe par cette porte-là et il induit. Tout simplement, il rend la personne plus suggestible et il l'amène tout simplement dans une hypnose mentale qui est différente de la précédente, pour lui faire vivre un phénomène qui, pour vous, peut-être est très classique, d'oublier vos clés partout, là où pour un autre, oublier quelque chose, c'est moins classique. Bah, Rémi va l'amener dans une amnésie, par exemple, ou va l'amener dans une hypermnésie, ou va l'amener dans une insensibilisation du corps, ou une suprasensibilisation du corps, etc. Donc, Rémi va conduire ces changements-là dans ce que nous, dans notre grille de lecture, on va appeler un passage sublogique. Alors, pourquoi c'est important tout ça? C'est que vous avez dû remarquer qu'au sein des professionnels de l'hypnothérapie, il n'y a pas encore d'accord sur un consensus de ce que serait l'état d'hypnose, en fait. C'est-à-dire que état d'hypnose profond, c'est le grand déballage de grande échelle de tout un tas de choses. Et c'est justement pour ça que ce qu'on a pu mettre en place de notre côté au sein de Zéro Mental nous a complètement détendu à la fois professionnellement et également détendu nos clients. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on reçoit un client et qu'on lui dit, qui nous dit par exemple, oh là là, mais vous allez me mettre sous hypnose, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il est très facile maintenant de lui dire, attendez, je ne vais pas vous mettre sous hypnose du tout, vous y êtes déjà. Ah bon? J'y suis déjà? Oui, oui, bien sûr. Vous ne seriez pas ici si vous n'étiez pas déjà complètement hypnotisé par vos problèmes. Deuxième IS7. Ensuite, le client se rend très facilement compte que finalement, son problème, il ne fait pas exprès de l'avoir, il est hypnotisé par son problème et que du coup, moi, mon job d'hypnothérapeute, c'est de l'aider à se déshypnotiser de son problème. Et alors là, c'est une grande ouverture parce qu'il y a toutes les résistances qui tombent. Toutes les résistances par rapport à l'hypnose. Tous les fantasmes par rapport aux états d'hypnose. Et du coup, on crée une séquence d'acceptation de Yes7 qui sont vraiment formidables. Pourquoi formidables? Parce que, en fait, quand on explique aux gens la déshypnose, eh bien, en tout cas pour ma part et pour la part de mes élèves ou ceux que je rencontre, on arrive enfin à expliquer notre métier d'hypnothérapeute. C'est-à-dire que les gens, ils percutent 100 fois plus quand on leur explique qu'on va simplement les déshypnotiser de leurs problèmes, qui les encombrent pour l'instant, qui sont plus forts qu'eux pour l'instant. On va les déshypnotiser de leurs problèmes plutôt que de les mettre sous hypnose pour reprogrammer l'inconscient, etc. Chose qui va générer chez l'autre parfois du scepticisme. C'est normal. Alors, bien sûr, il y a différentes façons d'utiliser ce fantasme de l'état d'hypnose. Je ne vous dirai pas le contraire. Il y a différentes façons de travailler le scepticisme de notre client. Je ne vous dirai pas le contraire. Mais en même temps, c'est parce que je ne vous ai pas non plus tout dit de ce que la déshypnose peut apporter en termes de simplification et d'accélération des processus de changement et de la vision globale. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà des questions, mais on peut commencer à y répondre si vous voulez. Rémi? Bah oui, moi j'en ai bien sûr, Fred. C'est intéressant parce qu'on se rejoint sur différentes choses. Je parle pas de déshypnose, mais je parle souvent aux gens de l'illusion de l'ego. Ouais. Ce que l'ego peut amener comme illusion et justement pouvoir casser cette illusion pour recadrer les choses. Donc en fait, j'ai bien compris que tu classes deux styles d'hypnose différentes entre l'hypnose du mental et l'hypnose que un praticien va pouvoir créer chez un sujet. Et je comprends aussi la stratégie qui est assez intéressante de montrer à la personne qu'elle est hypnotisée par ses pensées. Parce que là, en même temps, c'est génial parce que tu vas créer une confusion énorme dans sa tête aussi. Alors, il y a une confusion et une alliance en même temps qui va se produire parce que la personne, sentant que tu vas l'aider à se déshypnotiser, elle va pas avoir l'impression qu'il y a quelqu'un qui va l'hypnotiser, tu vois. C'est pas le même rapport en fait. Il y a ça et puis il y a également la grille de lecture, je dirais, basée sur des évidences que, bah oui, si j'ai un problème et que je viens voir Rémi Phoenix, c'est que ce problème, il est plus fort que moi. En fait, je n'arrive pas à arrêter d'y penser. Je n'arrive pas à changer de pensée, je suis comme hypnotisé par ce problème.
Donc, c'est un grand yes set en majuscule qu'on va faire dans la tête du client. Et du coup, il est vachement plus rassuré puisqu'il comprend qu'on ne va pas le mettre dans une sorte d'état d'hypnose. Il est rassuré, le client, parce que il se dit ah bah ouais, en fait, il va m'aider à me réveiller plutôt qu'à m'endormir. C'est la stratégie de la déshypnose. Donc, plus que de classer les choses en deux éléments, chose que tu viens de faire, mais je comprends tout à fait que tu le fasses comme ça et ça a du sens, c'est plutôt de dire, voilà, en fait, il y a un état d'hypnose intrinsèque qui est quotidien et qu'à un moment donné, on passe par, quand on fait une induction rapide ou quoi, qu'on bypasse la logique, on fait du sublogique, voilà. Et finalement, ben, ça corrobore complètement, davantage même encore à ce que tu fais toi, Rémi, que par rapport à ce que font les hypnothérapeutes ericksoniens, chose que j'ai été ericksonien, donc je peux vous le dire, je suis passé par ces chemins-là, donc je connais vraiment à la fois les souffrances et d'autres choses. C'est que toi, déjà, tu travailles sur des inductions rapides et instantanées, voire hyper instantanées. Nous, on met en lumière que finalement, les inductions, le sublogique, on peut le prendre sur plein d'éléments. Il y a même des techniques de questionnement toutes simples qui permettent de passer directement en sublogique. Mais toi, tu fais déjà très court, c'est-à-dire que tu bypasses la logique et boum, t'y vas. Là où, dans d'autres techniques, tu as des suggestions à rallonge, tu as des inductions à rallonge, et je ne parle même pas des protocoles à rallonge. Hein. Parce que tout ce qui est changement rapide, je ne vais pas vous en parler ici. Si vous êtes intéressé par le changement rapide, je vous donnerai un lien à la fin de cette conférence, parce que j'ai une deuxième conférence sur le changement rapide samedi prochain, qui s'appelle Thérapeute lent versus thérapeute rapide. Comment passer de la souffrance à la joie. Et du coup, ça corrobore vraiment à ce que tu fais. Et je voudrais insister là-dessus parce que Rémi, dans son groupe Hypnose Underground, il parle de phénomènes hypnotiques qui sont plus poussés, qui sont même perturbants en fait finalement pour l'hypnothérapeute de base, qui a appris l'ericksonien classique, qui connaît pas forcément le spectacle, qui a pas forcément fait du street hypnosis, etc. Et voilà, Rémi, il va créer des phénomènes forts. Et qui dit qu'on est déjà sous hypnose ne veut pas dire qu'on ne va pas créer de nouveaux phénomènes hypnotiques chez l'autre. Hein. Notre métier, il est également de créer des nouveaux phénomènes hypnotiques chez l'autre. Et c'est là, Rémi, que si tu le souhaites, je peux parler des 3 phases de déshypnose pour bien comprendre. Attends, avant que tu en parles, j'ai des questions. Il y a des questions. Il y a Jérémy Boulanger qui dit déshypnotiser, illusion. La personne ne risque pas de croire qu'en fait son problème n'existe pas. Exactement. Et tu sais, il s'appelle comment? Jérémy. Jérémy, tu sais, au moment où la personne va finir, si elle finit par croire que son problème n'existe pas, elle va le résoudre. Donc, ça sera encore un changement rapide. Alors, ça va rarement jusque-là, Jérémy, qu'un client arrive jusqu'à ne pas croire, plus croire son problème. Et j'ai même envie de te dire, tout ce que je te dis pour l'instant, c'est pas forcément quelque chose qu'on communique avec notre client. On le garde pour nous en tant qu'hypnothérapeute, parce qu'il y a 2 éléments dans le praticien zéro mental qui devient un hypnotiseur qui déshypnotise. C'est qu'à la fois, on parle de ça, on parle d'une certaine manière à notre client, mais il y a beaucoup de choses qu'on garde pour nous-mêmes. Parce que l'hypnose mentale, elle n'est pas seulement chez notre client, elle est aussi chez le praticien. Il y a tout ça à voir aussi. C'est que, en tant que praticien, il y a beaucoup de choses à déshypnotiser. Hein. Quand on parle de synchronisation, de leading, de centrage, d'intention, de tout ça, il y a des choses à nettoyer dans la machine. Donc, je dirais que pour répondre à Jérémy, que si ton client finit par croire qu'il n'a plus de problème, c'est vraiment tant mieux. C'est qu'il sera réveillé tout seul de son cauchemar et c'est génial. Karine Avoine qui demande as-tu vu des cas de personnes très dépressives être déshypnotisées de leur cercle vicieux de pensée, perception? Mais encore heureux, Karine. Encore heureux. Et tu sais que c'est le job de tout hypnothérapeute que de faire ça. Je veux dire, on n'a Je pas suis attendu d'accord. la grille de lecture de la déshypnose pour faire ça. Donc c'est notre métier, bien sûr, qu'on peut couper des patterns et le but, c'est de remettre la personne dans une hypnose mentale meilleure. C'est-à-dire qu'en gros, ce que font généralement les hypnothérapeutes, c'est ce que nous, on appelle le premier pilier du zéro mental, c'est le mental switch. C'est-à-dire, en gros, la personne, elle est dans une hypnose mentale qui ne correspond pas et on va utiliser son imaginaire, on va utiliser le mental switch pour la faire basculer dans un autre circuit neuronal, dans une autre perception de réalité, pour que finalement, elle puisse se sentir bien là où elle ne se sentait pas bien auparavant. Mais on va utiliser l'imaginaire. Pour ça, généralement, c'est de l'imaginaire qu'on utilise en hypnothérapie. Hein. D'accord? Donc oui, Karine, c'est normal, c'est recommandé. Et si ça ne t'arrive pas déjà,
c'est qu'il faudrait que tu revoies un petit peu tes basiques. Alors, il y a Frédéric Berthier qui demande, la stratégie de la déshypnose n'est-elle pas de mettre une personne en état d'hypnose? Alors, tu sais, les mots sont très, 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 très importants. Nous, notre leitmotiv, dans la version, ce nouveau paradigme qu'on envoie dans la déshypnose, c'est renverser l'hypnose pour la remettre enfin à l'endroit. C'est-à-dire que s'il y a vraiment un terme d'hypnose à indiquer, à placer dans la situation, c'est vraiment l'hypnose mentale que tu vis au quotidien qui te fait même croire quelque chose que tu n'es pas. Je ne sais pas si tu vois le niveau d'hypnose dans lequel tu es. Tu finis par être identifié par quelque chose que tu n'es pas. C'est exceptionnellement profond. Je veux dire, c'est tellement profond que si tu le remarques pas, ça prouve que c'est doublement profond. C'est exceptionnel comme hypnose. Et quand tu te déshypnotises progressivement de ton mental, que tu redeviens progressivement maître en toi, que tu redeviens plus dans un espace de pleine présence et d'une perception directe avec le moins de distorsion possible, il va de soi qu'évidemment que ça, c'est de la déshypnose. Maintenant, si tu veux inverser les termes et dire que ça, c'est l'opposé, ça te regarde, mais tu verras où ça te mène. Je ne crois pas que l'état naturel de l'homme puisse être, dans l'idéal, être un état hypnotisé. Non, au contraire, c'est un état déshypnotisé qu'on rechercherait pour l'évolution de l'homme. Ok, Patricia demande si on déshypnotise le client, alors dans quel état doit-il être pour y parvenir? Alors, très bonne question, Patricia. Déjà, il y a une limite à la déshypnose, c'est la limite de l'opérateur. Parce que ça sera complètement impossible, et là je vous parle un peu d'avenir, parce que c'est une demande qui va être davantage dans l'avenir encore. Aujourd'hui, on n'en est pas encore complètement là dans les demandes en général, mais on ne peut pas réveiller quelqu'un si on ne s'est pas réveiller nous-mêmes. C'est impossible. Autant Rémi peut par exemple faire arrêter de fumer quelqu'un même s'il fume comme un pompier. Il peut faire maigrir quelqu'un même si lui-même n'arrivait pas à maigrir. Vous pouvez permettre à quelqu'un, aider quelqu'un d'atteindre un résultat même si vous y connaissez rien du tout. D'accord? Ça, c'est le propre de l'hypnose, c'est une grande puissance de l'hypnose. Par contre, par rapport à la déshypnose, c'est complètement impossible de réveiller quelqu'un de son rêve si on ne s'est pas réveillé nous-mêmes, si on ne sait pas déjà ce que c'est, parce que à ce moment-là, on va être dans le rêve avec lui, et puis on va s'imaginer qu'on le réveille dans le rêve. Je veux dire, c'est pas possible, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous devez d'abord vous réveiller de qui vous croyez être, de ce que vous croyez être le réel, au moins l'espace d'un temps, puis un autre moment répété, puis un autre moment, jusqu'à ce que ça mature en vous. Et à ce moment-là seulement, vous pourrez commencer à guider l'autre vers un réveil de ce qu'il croit être le réel et le non réel. Mais sinon, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Alors, Jérémy rebondit ce que tu as dit en réponse à sa question et dit oui, mais le problème est toujours réel. Si le client arrive à ne plus y croire, il est dans un déni et la situation peut empirer. Qu'en penses-tu? Alors, j'ai envie de te dire, Jérémy, c'est pas au thérapeute de dire que le client a un problème ou pas, c'est au client de dire si lui, il a un problème ou pas. Je veux dire, moi, si je suis dans une situation où toi, Jérémy, tu considères que c'est la merde et que pour moi, ça va, je vois pas pourquoi tu m'hypnotiserais dans l'autre sens en me disant non, mais finalement, réveille-toi, c'est la merde autour de toi. Tu vois, là, tu ferais une hypnose, finalement, tu ferais l'inverse de ton job. C'est pas à nous de décider de si c'est une mauvaise situation ou pas. Il y a les faits, d'accord? Les faits, d'accord? Et puis il y a les effets. Hein. Les faits en eux-mêmes, ils sont neutres, et il y a les effets qui se produisent au-dedans de ton client. Si pour ton client, l'effet qu'il vit, il est OK pour lui, alors c'est OK. C'est pas à nous de dire au client, ouais, là, tu as un problème, là, tu devrais souffrir. Non, si le client, il te dit, moi, tu sais quoi, toi, tu crois que je suis dans la merde, mais je me sens bien. Ben, le client, il n'a plus besoin de changer. Le client, il se sent bien. J'espère que ça répond à ta question, Jérémy. Sinon, ça voudrait dire que je l'ai mal compris. Alors, il y a Margot Jean qui dit n'y a-t-il pas beaucoup de PNL dans cette façon de faire, contrairement à peut-être de l'hypnose classique? Et une deuxième question qui arrive derrière, la transe est-elle profonde dans un état somnambulique? Alors, je pense qu'il veut demander, est-ce que avec la déshypnose, on arrive à ce qu'on appelle dans notre jargon une transe Hmm. profonde, voire OK. somnambulique? Ouais, ouais, ouais. Alors, je vais répondre à la première question d'abord. Ouais.
Rappelle-moi laquelle c'était déjà? La Alors, première. est-ce qu'il y a Ah oui, oui, un peu de la PNL. Ok, PNL? Ouais. ok. Alors, je vais répéter. Déjà, pour dire que la PNL, pour moi, il n'y a aucune différence entre l'hypnose et la PNL. Je dirais même que la PNL, c'est ce qui permet de mieux comprendre l'hypnose. Je fais aucune différence entre les deux. Si tu vois Richard Bandler travailler, tu me dis quand est-ce qu'il fait pas de l'hypnose à ce moment-là. Mais la Mais PNL, on voilà, sait que la PNL vient de l'hypnose et que c'est une façon de la décoder, c'est une façon de la lire. Mais tu regardes le Milton modèle présenté dans la PNL, tu me dis si ça, c'est pas de l'hypnose. Dire, bon, pour moi, il n'y a aucune différence. En tout cas, alors évidemment, il y a des PNL qui sont très analytiques, tout comme tu as des hypnoses qui sont super chiantes. Donc, bon, voilà, il y a plein de styles dans tous les sens, mais pour moi, il n'y a pas de différence. Donc, je répète que le zéro mental est à la jonction de trois piliers de l'évolution humaine qui sont l'hypnose PNL, méditation et supraconscience. Voilà pourquoi, effectivement, il y a de la PNL, bien sûr, dans tout ça. ah oui, et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo qui expliquait la différence entre les différents styles d'hypnose et la PNL était l'hypnose directe camouflée parce qu'elle est camouflée parce qu'on ne dit pas qu'on fait de l'hypnose, Mm. elle est directe parce que les suggestions sont directes. Ferme les yeux, imagine ci, fais ça. Ouais. C'est très Ouais. direct, hein, la PNL, Alors, quelquefois. il y a un peu de ça, mais si on regarde le Milton modèle de la PNL, on va voir qu'il y a beaucoup de suggestions indirectes, des doubles liens, Bien sûr. des évocations, etc. Donc, il y a quand même une richesse là-dedans. Et puis ensuite, sur le fait que ça soit informel, je suis complètement d'accord. Et puis, ça corrobore quand même pas mal avec ce qu'on fait. C'est-à-dire que nous, on va pas dire à un client, tu vas rentrer sous hypnose, je vais te mettre sous hypnose. On lui fait un truc, il vit quelque chose de différent. Et s'il nous parle pas d'hypnose, on lui en parle même pas. D'accord. Ouais. Donc Alors, c'est informel. il y a Benjamin qui dit finalement, c'est qu'une question de sémantique, hypnose ou déshypnose. Faut une induction pour y aller. C'est la même chose. Je suis pas sûr que ça intéresse le client. Alors, c'est ce qu'on pourrait comprendre au premier abord. Merci Julien, c'est ça? De poser Benjamin. Benjamin, de préciser ça. C'est qu'en fait, c'est pas qu'une question de sémantique, parce que sinon on pourrait dire c'est qu'une question de marketing, si on va par là. Mais c'est pas qu'une question de sémantique, parce que le fait d'avoir rassemblé hypnose des hypnoses sur une grille de lecture commune avec un chemin d'évolution et de progression, ça ouvre les champs des possibles. Parce que c'est sûr que si on s'arrêtait juste à hypnose, t'es hypnotisé, je te remets dans une autre hypnose, bon, le modèle serait sympa, ça rassurerait le client, ça allégerait le travail de l'hypnothérapeute, comme je l'expliquais tout à l'heure, mais ça n'aurait qu'un sens limité. Là où c'est très intéressant, c'est qu'on peut aller plus loin dans la déshypnose, c'est-à-dire que on peut aller donc dans la deuxième phase du zéro mental, qui est le mental off. On peut couper les pensées de la personne, leur reprogrammer à partir du silence mental, c'est-à-dire que ce n'est plus la personne qui décide de comment elle veut être maintenant, c'est le silence qui va réformer des choses en elle. Donc c'est quand même un passage intéressant. Ça déshypnotise l'autre, ça a du sens, ça lui redonne pouvoir en lui-même. Et puis ensuite, il y a vraiment la phase finale de point zéro, qui est avant tout une phase finale pour le praticien en lui-même, c'est-à-dire pour qu'il travaille avec la présence thérapeutique, etc. Et puis, c'est tout simplement que le point zéro, chers amis, c'est la fin de la thérapie. C'est-à-dire que si vous amenez votre client dans le point zéro, et d'une façon tout à fait utopique, je l'entends bien pour l'instant, il reste dans le point zéro ou il reste dans cette perception du point zéro, c'est la fin de la thérapie. Hein, il n'y a plus de problème. À ce moment-là, l'obstacle principal sur lequel toute thérapie repose, à savoir le principe égotique des désirs et des peurs et des fausses identifications, est tombé à ce moment-là. Et donc, du coup, c'est pas un modèle qui dit juste, ah bon, on change un peu de sémantique, on la rend plus sexy, on fait un peu de marketing, et puis bon, finalement, ça revient au même que les autres trucs d'avant. Non, ça allège énormément de choses sur le travail de l'hypnothérapeute et surtout ça conduit sur un chemin d'évolution qui ouvre les possibles bien plus largement et puis qui amène jusqu'à la fin de la thérapie, en tout cas qui vise cette fin de la thérapie. Donc ça va bien plus loin que ça, sans parler du travail interne au-dedans du thérapeute. Alors, Yannick Lepage dit la déshypnose est en fait un retour à la pensée logique. L'hypnose est en fait un système de défense pour rationaliser et nous empêcher d'être submergés par nos problèmes et de sombrer dans une forme de folie.
et trois points d'interrogation, donc ça doit être une question. Écoute, je t'invite à reposer ta question parce que je suis pas sûr de l'avoir bien compris et je voudrais bien répondre. Donc, si tu veux bien reposer ta question en une phrase peut-être plus courte, plus claire, et j'y réponds avec plaisir tout à l'heure parce que je voudrais être sûr de répondre à ta question. Ouais. Alors, il y a Pierre Declercq, qui est un formateur d'hypnose, qui dit un client n'est pas tellement intéressé par l'hypnose ou ses techniques. Ce qu'il veut, c'est dans un premier temps aller mieux et ensuite aller bien. Absolument. Et c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de ma conférence de samedi prochain. On expliquait que, bah, en fait, le changement rapide n'est pas superficiel. Que ce qui est superficiel, c'est de rester assis sur une chaise sans rien ressentir de nouveau. Et ça corrobore complètement. Évidemment, Pierre, que le client, lui, il s'en tape le coquillard à la limite, que ça soit de l'hypnose, de la déshypnose. Nous, c'est pour notre grille de lecture de praticien. Et après, d'un point de vue pédagogique, pour la suite de ce qui va se passer pour notre client et ce qu'on va pouvoir faire avec lui et la façon dont on va pouvoir l'accompagner avec l'ouverture des champs des possibles, là, forcément, ça ouvre un potentiel. Mais sinon, je suis le premier à te dire, le client, ce qu'il veut, c'est changer, aller mieux, hein. On est d'accord là-dessus. Ouais. D'ailleurs, Caroline et Ben disent tous les deux qu'ils ont l'impression d'être dans Matrix. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que si on pousse vraiment c'est ce que m'a dit tout à l'heure un de mes collaborateurs qui travaille sur un autre axe que l'hypnose, mais qui travaille avec moi. Il commençait à me dire, ouais, mais explique-moi un petit peu plus le zéro mental. Il me dit, mais attends, mais c'est Matrix. Et moi, je lui ai répondu, écoute, tu sais, il y a une image qui circule sur Facebook qui je trouve assez sympa. Je ne sais pas si elle est réelle ou pas, mais c'est une photo de Keanu Reeves qui dit, Matrix n'était pas un film, en réalité, c'était un documentaire. Tout à fait. C'est exactement ça, hein. C'est exactement ça, c'est Matrix. La seule chose, c'est qu'il faut se réveiller pour commencer à se rendre compte que c'est Matrix. Et puis après, il faut se réveiller encore doublement pour vraiment commencer à respirer, sortir un peu de la matrice. Et puis après, c'est un chemin de réveil perpétuel. C'est pour ça que on ne peut pas parler de transe stuporeuse et de choses comme ça quand on parle de réveil. Je suis d'accord que effectivement des transes stuporeuses, des transes somnambuliques, etc. Il y a forcément probablement des liens avec ce qu'on va appeler nous du mental off ou du point zéro. Mais d'un point de vue sémantique, c'est impossible. On ne peut pas épanouir le modèle de cette façon-là. C'est pas possible. Et voilà pourquoi on a créé également un document que je vais vous donner à la fin de cette conférence qui s'appelle le modèle H, que vous pourrez lire à tête reposée avec des expériences qui vous expliquent tout le processus de déshypnose, comment ça se passe, quelle expérience vous pouvez faire et sur quoi ça se base et quelles sont les conclusions, qu'est-ce que ça améliore, qu'est-ce que ça facilite pour l'hypnothérapeute. Et le modèle H, en fait, c'est ce qu'on appelle le renversement de l'hypnose. C'est un nouveau paradigme et c'est vraiment renverser l'hypnose pour la remettre à l'endroit. Ouais. Karine Ouais. Oui. Karine Avoine dit un état déshypnotisé impliquerait un détachement total de l'ego et donc une connexion pleine à notre centre, à notre essence. Exact. Maintenant, je sais que même le Dalai Lama en parle, l'ego est important. Le seul truc, c'est qu'on ne peut pas l'abolir, mais il faut savoir le, être maître de l'ego et pas que l'ego soit maître de nous. Alors évidemment, à défaut ou en attendant d'être un grand Bouddha éveillé, etc., on va devoir composer avec cet ego, d'accord. J'ai vécu énormément d'allers-retours dans ces trucs-là et ça continue, hein, c'est vraiment le fil conducteur de ma vie. Quand je dis ces trucs-là, ces états éveillés, on revient. Donc pour moi, c'est pas de l'éveil. Moi, je suis pas un éveillé, hein, c'est juste des allers-retours. Mais ça vous sauve pas de l'ego pour autant. L'ego peut réapparaître dès que vous faites plus attention, en fait. C'est une attention de chaque instant et naturellement, il m'arrive de me reprendre un peu les pattes dans le truc et donc ça me réveille et donc je fais ce travail. Effectivement, c'est une abolition de l'ego. Alors quand Rémi dit que le Dalai Lama dit que c'est important l'ego, bon moi je sais pas, vous savez, il faut pas écouter non plus tout ce qu'on nous raconte. Ça peut être une façon de gérer tous ceux qui ont de l'ego aussi. Moi je sais pas ce qu'il pense vraiment le Dalai Lama dans le fond, je sais pas où il en est, mais je n'irai pas jusqu'à dire que l'ego est important.
Mais en tout cas, je pense qu'on ne va pas se mentir, il est là, il est là, il est là, et que il peut être actif sans qu'on s'y identifie non plus. Ça dépend ce qu'on appelle ego à ce moment-là. Parce que quand vous avez une perception, allez, on va appeler ça une perception réveillée, à un moment donné, vous vous apercevez que le corps mental continue d'agir, d'interagir. Il m'arrive en séminaire d'être particulièrement posé sur ce point zéro, surtout quand j'en parle. Et ben, ça continue de parler, j'interagis, ça interagit et ça se fait tout seul. La seule différence, c'est que j'en ai conscience, alors que vous, ça le fait probablement aussi, sauf que vous n'en avez pas conscience, parce que vous êtes pleinement identifié à ce moment-là. Donc, il est possible quand même que la personnalité agisse, interagisse normalement. Donc, si on appelle ça ego, alors allons-y. Mais sans pour autant y être identifié ou tout du moins en étant libéré. Il est sûr que quand on en est libéré, on dit beaucoup moins de conneries, on ressent beaucoup moins de conneries et il y a beaucoup moins de phénomènes hypnotiques pathologiques, des pathos, d'accord, qui font immersion. Voilà. Bon, super tout ça. Alors, il disait pas que c'était très important, hein. Il disait simplement que ça fait partie d'un tout, que, un peu comme la Gestalt, hein, et que dès que tu le supprimes totalement, ça foutrait un peu le boxon quand même. Mais bon. Alors là, Alors, Rémi, je me permets juste, j'irai pas trop vite en besogne là-dessus, mais là, ça n'engage que moi. Hein, je veux pas dire que la parole de Monsieur Vincent est plus importante que la parole du Dalai Lama. Hein, c'est pas mes propos, mais c'est une croyance que j'exclus complètement de mon système, tout comme la croyance qui dit oh, tu sais, il faut toute une vie pour atteindre le point zéro, et puis il faut même plusieurs vies pour atteindre le point zéro. Quel prétentieux tu es de parler de ça ou de même penser que tu pourrais même toi, petit humain, vivre ce genre de choses. C'est une grande erreur pour moi. Et au passage, pour tous ceux qui sont intéressés par cette recherche, dès le départ de ma recherche, comme je le faisais vraiment, j'ai envie de dire à la vie, à la mort, hein, pour moi, le point zéro, c'était vraiment respirer et puis sortir du point zéro, c'était vraiment rentrer dans un carcan hyper fermé. Eh bien, j'avais l'intention, à chaque fois, j'avais la croyance qu'il suffisait d'une demi-seconde, et que c'était même encore beaucoup trop, une demi-seconde pour toucher ça, parce que c'est vrai. Donc, les histoires et les croyances qui disent une vie, vous qui êtes hypnothérapeute et qui savez que nos systèmes de croyances nous programment, je les refuse catégoriquement et je fonctionne sans ça. Mais je comprends en même temps, Rémi, ce que tu signifies, et c'est pas pour contredire, c'est juste pour apporter une non, mais nuance, moi je te et c'est dis pour vraiment, simplement ouais, ce que le Dalai a dit. Après, ouais, chacun fait ce qu'il veut avec, hein. ouais. Alors, c'est intéressant parce que ça rejoint un peu un autre modèle. Le modèle de l'hypnose H3C, pour le moment, personne n'en a entendu parler, pourtant c'est très efficace. J'en parlerai plus longuement par la suite. Où toi, tu parles le point zéro, et dans le H3C, on va parler de connexion à ta signature. Je ne sais pas si tu as vu cette vidéo que j'avais faite rapidement sur l'H3C, où ils expliquent que dans un champ quantique, tu as une signature qui est définie par des pixels, et tous ces pixels te définissent, qui serait, entre guillemets, ton essence. Et que ton cerveau pourrait se connecter aussi à ce champ pour récupérer des informations, pour envoyer des informations et autres, et que le fait de rentrer dans ce champ, l'ego disparaît et il se passe tout un tas de choses. Ça rejoint un peu aussi la divine matrice de, comment il s'appelle, ce scientifique qui a bossé à la NASA. Ça rejoint un peu pas mal de choses, mais ça me fait penser un peu aussi à ton point zéro, à ton illumination. Alors, j'apporterai une nuance là-dessus, Oui. parce que je ne connais pas bien le système que tu précises, mais le système que tu précises parle de pixels, parle donc j'imagine, donc de mémoire, hein, d'information, D'informatique. Oui, d'information, d'informatique. alors que la zone que l'on vise à retrouver grâce au point zéro
c'est avant l'apparition et la disparition avant tout ce qui apparaît et donc avant tout ce qui disparaît. C'est pour ça que, bon, d'ailleurs, le zéro mental n'invente rien, hein, c'est pour ça que les traditions, les sagesses ancestrales appellent ça le non-né ou l'éternel, ce qui est avant l'apparition de toute chose, donc avant la mémoire, donc je dirais avant tout attribut et donc avant toute signature. C'est en tout cas la seule chose que je pourrais te dire par rapport aux mots que j'ai entendus. Oui, 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 tout à C'est-à-dire fait. que, il y a peut-être une signature Frédéric Vincent, il y a peut-être une signature Rémi Phoenix, mais ce qu'on cherche par-delà tout ça, c'est quelque chose que toi tu es et que moi je suis, mais qui n'est pas notre signature, qui prédomine, qui précède en fait l'apparition même de notre signature, l'apparition même de notre conscience. C'est ce qu'on appelle l'absolu, l'éternel, le non-né. C'est pas le zéro mental qui dit ça, c'est les sagesses ancestrales. Et moi, je vous le reporte avec mes mots. Cependant, je n'exclus pas qu'il puisse y avoir des choses super intéressantes dans ce que tu viens de dire, mais je ne connais pas bien. Ah oui. On en parlera tranquillement un jour. Euh, Alaoua dit, lors de tes séances de déshypnose, tu fais allusion à l'inconscient ou pas? Tu t'adresses à l'inconscient ou pas? Je m'adresse. Alors, plus on rentre dans la déshypnose, Mhm. plus c'est le client qui bosse. Voilà. Est-ce que je m'adresse à l'inconscient? Je m'adresse plus à ce que tu pourrais appeler le conscient. Hmm. Maintenant, tu sais, tu verras par exemple, il y a des démonstrations sur ma chaîne YouTube Zéro Mental où tu vois, je sais plus comment ça s'appelle, démonstration, thérapie par le point zéro. Tu verras, il y a 2 démonstrations et tu verras que les personnes, bon, c'est les personnes qui connaissent un peu le point zéro. C'est pour ça aussi que je les ai ramenées assez vite proches de ça, du moins. Je dis pas que c'était dans le point zéro, mais proche du point zéro. On a fait une reprogrammation rapide de leur inconscient à partir de là. Et à la fois, j'ai joué avec les deux, c'est-à-dire que je les ai amenés dans cette zone zéro. Et puis ensuite, j'ai travaillé avec l'inconscient. Mais c'est mon job d'hypnothérapeute qui fait ça ensuite. Maintenant, encore une fois, ce sont des termes. Tu regarderas la vidéo, tu verras ce que tu en penses, mais tu peux vraiment t'émanciper du mot inconscient aussi. Ouais. Alors, Nelly dit, je considère la déshypnose comme une façon de mettre la problématique à distance. Quand il arrive, le client est dedans, dans sa transe, donc hypnotisé par le problème. Pour rejoindre ce que dit Frédéric. Est-ce que c'est... Parce que là, ce que dit Nelly me fait penser à une dissociation quelque part. Ouais, tout à fait. Ça, on n'a pas attendu la déshypnose pour faire ça. Par contre, la déshypnose, plus que de mettre les choses à distance, qui voudrait dire que c'est pas forcément complètement réglé, d'accord, c'est une dissociation de base. Ça peut régler le problème, hein, mais si c'est dissocié, c'est que ça existe encore de l'autre côté. Non, c'est pas une dissociation, c'est une dissolution. C'est la dissolution du sens qu'on donne à cette chose-là. C'est comme la dissolution du Père Noël que tu as vécu un jour. Tu as cru que le Père Noël existait, et puis un jour, on t'a expliqué qu'il n'existait pas. Et d'un coup, il a perdu tout son sens. Ah oui, mais Rémi. Ben voilà, tu vois, Il Rémi est en n'existe train de pas? vivre il est en train de vivre une dissolution du Père Noël qui fait qu'il ne pourra plus jamais y recroire de nouveau. Ah mince? Ben voilà. Donc tu vois, Nelly, tu as vécu en live ce qu'est une dissolution plus qu'une dissociation. Ok. Patricia dit, l'hypnose serait donc à l'origine de notre cognition, de nos croyances et par conséquent de la conception de notre carte du monde. Ouais, complètement. C'est-à-dire que l'hypnose mentale dans laquelle tu vis au quotidien, qui est différente. Par exemple, si tu vois, on prend mon hypnose mentale à moi. Son prénom, c'est Patricia. Patricia. On prend mon hypnose mentale à moi, on la retire. On prend ton hypnose mentale à toi, on la retire. Bon, déjà, si on est sans notre hypnose mentale, déjà, on va vivre quelque chose de super sympa. Mais admettons que tu prends mon hypnose mentale et moi, je prends la tienne. Je vais vivre une vie complètement différente. Je vais sûrement avoir des ouvertures et des peurs là où j'en avais pas. Et toi, inversement. C'est vraiment là que sont les codes de perception. C'est vraiment dans le mental conscient et inconscient. Donc, je vais également préciser que ce sont les mémoires qui sont engrammées dans le corps, qui sont des réceptacles du mental, des fondations mentales plus enracinées, quoi. Hein, d'accord? C'est du mental densifié. Donc, excuse-moi, je vais reprendre mon hypnose, je vais redonner mon hypnose et je reprends la mienne. Et puis, tiens, qu'est-ce qui se passerait, vous tous, si tout d'un coup, notre hypnose mentale, on la retire?
On la retire. Qu'est-ce qui reste à ce moment-là? Qu'est-ce que vous vivez intérieurement à ce moment-là? Je vais même aller plus loin pour vous aider. Votre hypnose mentale, c'est une combinaison d'histoires que vous vous racontez sur vous-même et le monde. D'accord? C'est ça qui conditionne les faits et les effets que vous vivez. Mais qui êtes-vous ou qu'est-ce qui reste si on retire toutes vos histoires? Qui êtes-vous sans toutes vos histoires? Qu'est-ce qui reste? Et ça, c'est une question profonde que vous devez vous poser maintenant. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui reste sans toutes vos histoires? À ce moment-là, je vous laisse deviner. Mais j'ai envie de vous dire en même temps ce que je ressens. Qu'est-ce qui reste? Il reste de la pleine présence, de la pleine conscience, de la perception directe. Il reste nos limites, pas de barrière, prise directe avec la réalité, prise directe avec celui d'en face. C'est exceptionnel d'un point de vue de l'accompagnement également. Quand le thérapeute se déshypnotise, ça génère quelque chose de puissant également au niveau de la synchronisation, ce qu'on appelle la synchronisation, à l'instant, donc à l'autre. Ouais. Alors, il y a Pierre demande, et pourquoi aller vite ouvre des possibilités qui ne seraient pas ouvertes autrement? Pourquoi? Aller vite ouvre des possibilités qui ne seraient pas ouvertes autrement. Alors, c'est surtout que aller vite présuppose qu'on prenne les raccourcis là où on prenait des détours avant. Tu peux me répéter la question? Attends, je remonte. Pourquoi aller vite? Pourquoi aller vite ouvre des possibilités qui ne seraient pas ouvertes autrement? Pourquoi aller vite ouvre des possibilités? C'est parce que ton cerveau, de toute façon, il change vite ou il ne change pas. Le changement, c'est plus facile de le faire vite que lentement. C'est ça que je veux dire par là. Je ne veux pas être catégorique. Mais ton cerveau, lui, c'est un truc qui est une vitesse d'exécution énorme et c'est beaucoup plus facile de le faire changer vite que lentement. Maintenant, la réponse, j'aurais tendance à la prendre à l'inverse, comme je viens de préciser tout à l'heure à Rémi, c'est surtout que si on ne change pas vite, ça veut dire qu'on fait des détours. Et c'est bien là que le changement rapide intervient et c'est tout l'intérêt de la conférence que je fais samedi prochain. J'espère, Pierre, que ça répond, sinon peut-être repose-nous la question d'une manière un peu différente. Yes, non, et pour compléter ce que tu dis, en fait, je pense pas qu'on va vite. Le cerveau va 1000 fois plus vite que ce que l'on fait d'ailleurs. Et Ouais. quand on agit et qu'on travaille de cette façon, on est lent par rapport au cerveau, par rapport à tout ce qui se passe à l'intérieur. Carrément, Et je suis carrément. d'accord que aujourd'hui, on enseigne une hypnose longue, très longue, pour essayer de compenser un travail de fond qui n'est pas dans les formations. Et comme le travail de la présence, comme le travail de tout un tas de choses, on ne voit pas ça dans les formations. Et pour pouvoir aussi vendre de la formation à monsieur tout le monde, on va enseigner tout un tas de choses qui vont être longs, qui vont s'adapter et qui vont donner l'illusion, encore une fois, de faire de l'hypnose. Parce que je le dis bien dans mes vidéos, l'auto-hypnose dirigée, c'est de l'auto-hypnose dirigée. Et il n'y a aucune notion de contrôle, mais il existe d'autres hypnoses qui permettent de prendre le contrôle sur l'autre. Et donc, pour moi, il y a vraiment des approches très différentes. Ouais. Et j'aime bien ta vision des choses parce que c'est une autre carte du monde, pas du monde, mais une autre carte que tu proposes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de cartes différentes et même des fois contradictoires qui vont fonctionner. Absolument, absolument. Mais même la carte que tu décris des hypnoses lentes fonctionne potentiellement. Oui, j'ai déjà fait des séances très lentes qui ont fonctionné. L'un n'empêche pas l'autre. Mais ce qui compte à l'arrivée, c'est pourquoi faire des détours quand on peut faire des raccourcis. Et puis, c'est vrai que pour corroborer tout ce que tu dis, si moi, je donne à votre inconscient une image par jour pendant 5 ans, c'est pas pareil que si je lui propose le film en 2 heures et qu'il va vivre l'intensité de chaque émotion du film. Si je vous propose même le meilleur film du monde,
je vous propose de vous donner une image pendant 5 ans, votre cerveau, il va pas kiffer, il fonctionne pas comme ça. Par contre, si je te donne 25 images par seconde pendant 2 heures, là, ton cerveau, il va kiffer. Parce qu'il va comprendre, parce qu'il va saisir, parce qu'il va ressentir, parce qu'il va connecter le truc, il va aller dans le changement. C'est beaucoup plus facile de changer lentement que vite. Et ça, c'est une évidence à l'arrivée. Ok. Donc, ça Super. va complètement dans le sens de ce que tu fais. C'est pour ça que, au premier abord, on pourrait dire ouais, mais là, il dit qu'on est déjà sous hypnose, alors que nous, on met les gens sous hypnose. Ouais, mais vous avez compris maintenant, en fait, que ce n'est pas qu'une question de sémantique, mais cette sémantique, elle a vraiment, vraiment son importance pour plein d'autres raisons. Mais ça ne change rien à ce que fait Rémi. Ça, effectivement, il fait des inductions instantanées sublogiques. Bim! Nous, dans nos séminaires, et puis d'ailleurs, pour la petite histoire quand même, on peut le dire, moi, c'était en 2007, j'ai contacté Rémi. À l'époque, moi, j'étais encore très ericksonien, j'avais commencé à changer ma pratique, et puis j'ai contacté Rémi, j'ai dit, oh là, lui, il fait les inductions instantanées, faut que je le fasse venir. Rémi faisait pas encore des formations d'hypnose instantanée, je l'ai fait venir à Paris, on a fait une première session, puis une deuxième session. Donc, moi, j'ai appris les inductions instantanées avec Rémi. J'ai compris qu'il y avait vraiment un truc très important à prendre de tout ça. Et c'est aussi comme ça que c'est une partie de ce qui a révolutionné ma pratique d'accompagnant. Et c'est aussi pour ça que depuis l'année suivante, je l'ai toujours enseigné dans mes formations. Parce que c'est tellement confortable et nécessaire. Mais je dois préciser une chose, c'est que ce qui est encore plus confortable, c'est de comprendre qu'on n'a plus besoin de mettre les gens sous hypnose. Et ça, c'est un bonheur. Il n'y a plus besoin de mettre les gens sous hypnose. Tout au plus, tu fais du sublogique. Mais moi, j'ai envie de vous donner là maintenant une question que vous connaissez déjà, dont vous n'avez peut-être pas conscience qu'elle est complètement sublogique. C'est la fameuse question de base qui dit OK, vous voulez quoi maintenant? Comment vous voulez être à partir de maintenant? Comment vous saurez que vous avez changé? Comment vous saurez que ça va mieux? Et là, qu'est-ce que tu fais quand tu fais ça? Bah, tu amènes le client à une question ouverte qui va par-delà sa logique habituelle. Tu élargis son champ, tu élargis sa logique, tu passes la logique, tu l'amènes déjà dans du sublogique. Comprenez bien que tout ça, c'est ce qu'on appelle de l'hypnose conversationnelle, mais c'est du sublogique. C'est pas, nous, on peut pas appeler ça une mise sous hypnose, c'est juste du sublogique, une hypnose plus large, et ça corrobore donc tout le système. Après, encore une fois, je sais bien, c'est une sémantique, mais il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière cette nouvelle sémantique. Alors là, il y a encore tout un tas de questions et le temps passe. En cas par la suite, tu pourras répondre directement sur le live à tous les, comment dire, à toutes les questions. Maintenant, j'aimerais quand même que tu puisses, avant que l'on termine, puisqu'il est déjà 20h37, tu avais 3 piliers à Ouais, nous. ouais, ouais. Voilà. Parce que si on Alors, commence à continuer à. Voilà. t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. En fait, on va pouvoir répondre à certaines questions. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les 3 piliers, je vous les ai déjà décrits. Pour ceux qui les ont saisis, c'est le mental switch. Alors, 3 piliers des hypnoses, je reviens précisément. Pourquoi le mental switch? C'est quoi? C'est utiliser l'imaginaire pour passer d'une hypnose mentale à une autre hypnose mentale, d'accord? Et donc, en cela, c'est le début de la déshypnose. Pourquoi? Parce qu'on déshypnotise la personne de son rapport négatif à l'événement en question pour le recoller dans un rapport positif à l'événement en question. Donc, on le déshypnotise déjà de son problème. Certains vont dire oui, mais on le réhypnotise mieux. Oui, bien sûr, mais on le déshypnotise déjà de son problème. C'est déjà une première étape de déshypnose. La deuxième étape, c'est le mental off, c'est de couper son mental. Là, on va effacer le filtre mental d'une façon partielle ou profondément totale. Et là, on le met dans un silence mental. Donc, du coup, il est plus hypnotisé par ses pensées. Il rentre dans ce qu'on va appeler plus de la pleine présence, etc., de la pleine conscience. Et là, on va rentrer dans un silence mental thérapeutique. OK? Bon. Ça, c'est la deuxième phase de déshypnose. Et puis la troisième phase de déshypnose, il faut bien comprendre que celui qui est dans le silence mental peut tout à fait être dans un silence mental très profond et complètement encore identifié à ses pensées et à son corps, à toute sa personnalité, à tout son ego, tout ce background, tout ce qu'il y a dans les codes profonds de son système. Et donc, du coup, le point zéro, c'est d'aller encore plus loin dans cette déshypnose pour finalement lui faire travailler sur 3 croyances racines profondes de ce que certains vont appeler l'ego ou de l'hypnose mentale telle qu'elle. C'est un, je suis le penseur.
alors qu'au bout de deux, trois questions, il va se rendre compte qu'il n'est pas le penseur. Je ne vais pas vous faire la démonstration ici, vous regardez dans le modèle H. Deux, je suis l'agissant, c'est moi qui agis, alors qu'en fait, on sait déjà que toutes les actions se décident une demi-seconde avant qu'elles soient conscientes. Et puis, pour ceux qui veulent s'amuser, vous ne savez même pas quelle sera votre prochaine réaction et vous ne savez même pas quel sera votre prochain mouvement. Donc, comme ça, vous me direz en quoi vous pouvez vous identifier sur le fait que vous pourriez être celui qui fait des choix ou qui agit. Et troisième chose, c'est que en fait, la troisième croyance, c'est je ne suis pas la sensation. Je ne suis pas la sensation, je ne suis pas la combinaison des sensations, donc je ne suis pas le corps qui représente la combinaison des sensations. Ça, c'est vraiment le point culminant de la déshypnose. Encore une fois, on fait plus travailler ça à nos hypnothérapeutes pour travailler sur la présence thérapeutique, leur savoir-être, etc. Donc voilà les trois phases de la déshypnose. On peut accueillir quelques petites questions pour terminer. Alors, au niveau des petites questions, hop, parce que j'étais en train de regarder tous les MP et autres. Euh, Dis donc Rémi, le temps que tu trouves pour un live sur la déshypnose, ils sont quand même vachement hypnotisés, hein, ils sont toujours là. Hein. 37 personnes, oui. Bon, il y en a qui sont partis. Allez. Tu liras un peu les commentaires, tu verras. Le point zéro serait donc ce qu'on appelle plus généralement une expérience d'éveil dans d'autres Hum, milieux. ouais. Que certains disent, en parlant de cette expérience, qu'elle n'est pas accessible à tout le monde dans cette vie. Tu es Eh ben donc en voilà. désaccord, tu es donc en Euh, désaccord avec cela? à 150 milliards pour cent, puissance 10 000. D'accord. En Voilà. désaccord, en désaccord. Hein. C'est une demi-seconde qu'il faut. Hein. C'est pas 36 vies, c'est une demi-seconde parce que bah, c'est la meilleure façon de se programmer. Et la preuve en est. Hein. Moi, j'ai pas mal de gens qui passent en séminaire. Je te dis pas qu'ils atteignent tous des états d'éveil, mais il se passe quelque chose de sérieux quand même, hein, en termes de Oui. renversement de perception. La déshypnose peut-être peut-être fait. Ah, je vais y arriver. La déshypnose peut être faite en une séance ou il faut passer Euh, par les trois piliers en plusieurs séances. alors, bonne question. C'est Il y a lequel? moyen de faire, il y a moyen de faire des raccourcis, mais il faudrait vraiment que ça soit l'intention du client de le faire. Je te donne un exemple. Moi, quelqu'un qui vient me voir pour une peur, une phobie ou qui veut, je sais pas, sentir mieux par rapport à manger différemment, etc. Mais je vais même pas en rêve le brancher sur le point zéro. J'ai pas que ça à faire. Par contre, quelqu'un qui est très averti sur le point zéro, parce qu'il a vu des vidéos, parce qu'il est déjà dans cette recherche, etc., là, oui, ça va être un accélérateur. Après, en une séance, ce que je peux te dire, c'est que chaque séance apporte sa part d'évolution, ça c'est sûr. Après, moi, je fais le maximum, hein, évidemment. D'accord. Christophe dit Fred m'a fait une démo devant une salade. Ma salade ne me paraissait plus pareille depuis. Ouais, ouais. Ça te rappelle quelque Ouais, chose? Christophe Godefrio, salut. Oui. Ouais, ouais, tout à fait. Bon, bah, je crois que pour me remémorer, il me posait des questions sur justement la perception de la réalité. Et puis à un moment donné, je lui ai dit, mais en fait, mais qui observe tout ce que tu es en train de croire en ce moment même? Ou qui observe celui qui est en train de manger sa salade? Et bon, il est revenu progressivement tu vois, à 0 centimètre de sa perception originelle. Mhm. Ça fait bizarre, tu vois, parce qu'à un moment donné, tu te déshypnotises de ce que tu crois être l'espace d'un temps. C'est Rien, étrange. rien qu'avec cette phrase. Attends, rien qu'avec cette phrase, avec l'intention, avec Oui, comment non, mais dirais-je, non, c'est même pas une question d'intention, c'est une question de se baser sur là où il en était quand il me posait la question. Ça serait délicat de dire, dites à tout le monde qui observe ta salade. Je peux te dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont se réveiller. Hein. ouais. Alors là, on est toujours à 36 personnes. Il y a des personnes qui n'ont pas apprécié le discours et l'ont quasiment mis son parti. Tu liras ça. Bon, après, on peut pas plaire à tout le monde, hein. Non, bien sûr. D'autres sont restés, écoutent encore, c'est bien. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire par rapport à tout ça? Bah écoute, Tu as le PDF, c'est ça que tu vas... ouais, bien sûr, je vais vous envoyer ça tout de suite. Alors, ce qui aurait été intéressant, plus que de partir, ça aurait été intéressant de demander à ces personnes-là, en fait, qu'est-ce qui les bouscule?
Qu'est-ce qui fait que, tu vois, qu'est-ce qui fait que ben, ils adhèrent pas. En fait, on n'a pas besoin d'adhérer, de faire adhérer. Ça m'est égal. Tout ce que je Oui. peux dire à ces personnes, c'est que si elles sont praticiennes de l'hypnose sérieuses, euh, ben, ça serait vraiment dommage de pas sérieusement considérer ce modèle. Plutôt que de partir, ça serait plus de poser des questions en vue d'avoir des réponses, parce que tout ça, c'est que des systèmes de croyances. J'ai envie de te dire que je suis passé par généralement les chemins de peut-être de ces gens qui sont partis. J'ai été hypnothérapeute, j'ai été formé à l'hypnose ericksonienne, j'ai vu plein de choses, la PNL, enseignant hypnose, enseignant PNL, etc. Euh, c'est pas comme si je te balance une tartine pour me faire plaisir et que je te fais un coup marketing, tu vois. C'est un vrai truc profond qui va très loin. Mais évidemment, faut être prêt à se remettre en question, en fait. Et Alors, ça peut être quelque chose qui dérange. ouais, tu veux que je te lise un des commentaires dans ce sens-là? Ouais, ouais, avec plaisir. Vraiment avec plaisir. Voilà. Donc la personne est partie, elle disait, je trouve le langage, je vais essayer de le refaire. Je trouve le langage non verbal de l'intervenant assez agressif et pas cohérent avec le prétendu côté mindfulness. Je n'accroche pas, bonne soirée. Ok. Bon, super. C'est génial comme commentaire parce que il y aurait un présupposé comme quoi, quand on fait du mindfulness, on devrait parler d'une certaine manière et on ne devrait pas être incisif et on ne devrait pas être percutant et on devrait dégager l'amour universel et être un ben oui-oui et pas recadrer les gens qui disent des conneries, par exemple. Mais ça me va. Il y a des gens qui sont dans ce cliché de comment devrait être l'attitude d'un praticien. Je précise plus mon point de vue par rapport à ça, c'est qu'on vise à amener les gens non pas dans un cliché de l'amour universel et toutes ces choses-là, mais plus dans une libération de leur système. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont des tempéraments de feu, vous avez des gens qui ont des tempéraments plus modérés, plus tempérés, et puis ça dépend en fait. Rémi dans le point zéro, c'est pas Fred dans le point zéro, c'est pas cette personne-là dans le point zéro, mais je crois que ce dont il faut se méfier le plus, c'est finalement la croyance qui a fait qu'elle est partie. C'est ce cliché finalement, alors que là, on essayait tant bien que mal de lui expliquer que c'est par-delà les clichés qu'il faut aller et que plus que le personnage qui parle, faut essayer de comprendre ce qu'il dit. Vas-y, Ouais. envoie-en une autre parce que c'est très très bien en fait de parler de ça. T'en veux une autre dans ce style-là? Bien sûr. En MP, quelqu'un vient de me dire, dis à Frédéric de baisser le ton. Il est extrêmement directif et ne se rend pas compte que sa réaction et le son ne se rend pas compte de sa réaction et de son langage non verbal. Ouais. Voilà. Ok, bah écoute, super. Après, il y a aussi des commentaires sympas. Ok, des gens qui disent qui trouvent ça très intéressant. Par exemple, très agréable live avec une personne pleine de punch et armée d'une belle conviction. Ouais, non, mais Ouais. ok. Parlons Avec une d'autres conviction choses. commune, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Encore une fois, comme s'il y avait des attitudes qui correspondaient plus à des styles. Par contre, je sais que il y a des hypnothérapeutes qui sont très calinothérapie, qui sont très New Age, qui sont très bisounours, et puis qui peuvent se sentir percutés par des choses. Je crois pas en fait que le problème soit la façon dont je viens de parler de ça. Pas du tout. C'est pas une question de langage non verbal, c'est une question de ce que ça fait résonner en eux. J'en suis persuadé. Oh oui, puisque j'ai même eu quelqu'un qui m'a dit, attends, il faut que je retrouve, voilà, euh, qu'elle n'aimait pas ce côté gourou et Hmm. que ça ne l'inspirait pas et qu'elle préférait quitter le groupe. Hmm. Ouais, je comprends. Ok. Bon, faut pas qu'elle se J'ai suicide j'ai ce re- soir non plus, hein. Ouais, 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 j'ai retraduit parce qu'il y avait des mots un peu durs quand même ouais, dans le ouais, ouais, message. ouais, ouais. Bon, encore une fois, Mais pareil, ben, si on voit un côté gourou à travers ça, ben c'est que il y a quelque chose qui résonne en nous. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit. Maintenant, c'est pareil. J'ai écouté, j'ai entendu ce que tu as dit. Il y a peut-être des choses où je vais dire tiens ça c'était intéressant, d'autres pas du tout. Après, il faut.
rester ouvert, comme dit Jean-Claude, et voir est-ce que c'est un modèle qui peut m'intéresser ou pas du tout. Point. Et Bah, après, chacun fait ce qu'il veut absolument. avec. Sinon, on va avoir des gourous un peu partout, hein. Mais bon, Ah, mais il y en a un peu partout, non? bah ouais, je sais pas. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire par rapport à tout ça, tous ceux qui sont là, on est 38. Euh, Ouais. le zéro mental, c'est tout l'inverse de la gouroutisation, puisque le but du zéro mental, c'est de vous faire retrouver votre propre maître. Il n'y a pas de gourou dans Zéro Mental. Bien sûr, j'ai tout à fait conscience que dans mes propos et la façon dynamique que j'ai de vous communiquer les choses, parce que j'ai un temps imparti qui est plus court et que j'essaye de vous communiquer le plus possible et qu'on on n'a pas la calibration, on ne peut pas calibrer les gens de l'autre côté, j'ai conscience que ça peut être un petit peu incisif, rapide et puis surtout avec beaucoup de certitude. Mais oui, effectivement, le travail du zéro mental, il vient pas de se créer. Il est basé sur beaucoup d'éléments qui ont été vérifiés auprès de plusieurs milliers de personnes. Oui, ça tient bien la route. Oui, ça percute. Maintenant, je crois qu'il faut réussir à filtrer. Si vous êtes hypnothérapeute, vous pouvez probablement prendre uniquement ce qu'il y a d'utile à prendre, comme le dit Rémi, comme le fait Rémi. Et puis surtout être lucide sur le fait que bah, le mec, il est en train de sincèrement vous expliquer quelque chose avec son cœur, ses tripes, quelque chose d'ultra cohérent, et puis que si quelqu'un veut le recadrer, il veut bien, mais pour l'instant, il ne distribue que des recadrages. Ah ouais. Bon, bon Alors, je bah, vais vous envoyer, je vais vous envoyer, tu peux envoyer autre chose. Je vais vous envoyer deux choses. Je vais vous envoyer un lien vers la conférence de la semaine prochaine qui s'appelle Thérapeute lent versus thérapeute rapide. Encore une fois, c'est très insolent, vous me pardonnerez, mais ceux qui ont été touchés ne sont plus là, donc tout va bien. Euh, Thérapeute lent versus thérapeute rapide. Dans cette conférence, je vous expliquerai en fait quelles sont les 5 souffrances du thérapeute lent et comment aller vers de la thérapie. Là, on va vraiment parler du changement rapide. On va beaucoup moins parler de déshypnose. Donc, je vous colle le lien là dans les quelques secondes qui suivent. Le deuxième lien que je vous envoie, c'est le lien du modèle H, qui est effectivement ce PDF qu'on a réalisé au sein de l'Institut Zéro Mental, qui reproduit finalement en texte, en visuel, graphique, le processus de déshypnose, le renversement de l'hypnose. tu sais quoi, Fred? On va mettre ce PDF dans les fichiers du groupe. Hein, Ouais. il y a un endroit où on met les fichiers et comme ça, les gens pourront l'avoir directement et et le voir. Parce Ok. que là, quand on va mettre sur comment dire, sur le live les liens, j'ai peur un peu que les liens après se perdent Ouais. dans le fil de discussion. Tu vois. Ok. Après, Là, je viens de vous coller le lien d'inscription gratuit à la conférence de la semaine prochaine. À la fin de cette oui. conférence de la semaine prochaine, je vais vous proposer quelque chose par rapport au changement rapide pour tous ceux qui veulent gagner entre un tiers et la moitié de leur temps de travail. Euh, je leur proposerai quelque chose en fait que l'Institut Zéro Mental va proposer pour la dernière fois, puisque l'année prochaine, on va rentrer dans un autre modèle. Donc, ça sera le moment de potentiellement profiter. Je m'excuse auprès de tout le monde qui aurait été potentiellement bousculé, choqué, ou qui aurait eu l'impression d'avoir quelqu'un qui a un but de lui-même, qui est trop agressif ou quoi. En fait, il n'en est rien. Et c'est juste des perceptions, encore une fois, qui sont très subjectives. Ceux qui me connaissent le savent, et je pense que beaucoup d'autres qui sont encore connectés avec nous, là, il y a 37 connectés, je pense qu'au fond, ils l'ont bien senti. Une fois, j'ai une personne en séminaire, pour te dire, Rémi, qui m'a dit, qui était choqué, qui avait été voir même un organisateur parce que j'organisais avec quelqu'un qui était le voir et qui a dit, ouais, Fred, franchement, ça va pas du tout, il dégage pas d'amour, etc. Mais cette personne avait un problème avec ça. Et elle l'a reconnu à la fin. C'est qu'en fait, elle avait un problème, elle avait besoin d'amour, d'être observée d'une certaine manière, et elle ne supportait pas le fait que de mon indifférence, parce que moi, je ne fonctionne pas forcément comme elle ou comme d'autres. Donc, il y a des fois des choses, il faut vraiment se demander si c'est le fond pédagogique qui gêne, ou si c'est ce qu'on a ressenti finalement qui nous dérange, mais par rapport à la pédagogie ou par rapport à ce que ça a bougé en nous, tout simplement. Parce que si vous êtes assez neutre,
vous prenez la pédagogie et vous savez très bien que même si le mec qui vous parle en face, c'est le roi des cons, vous pourriez très bien prendre sa pédagogie et accélérer et multiplier par deux la puissance de votre accompagnement. What the fuck? Quel est le problème en fait? Moi, si Rémi, par exemple, j'avais un problème avec Rémi, mais que Rémi va m'apprendre les inductions rapides, j'en ai rien à foutre. Je vais voir Rémi, j'apprends les inductions rapides. Et puis je découvre que Rémi, au final, c'est quelqu'un de très bien, à qui ça se passe très bien. Donc voilà. C'est dommage qu'il ne soit pas resté. J'adore en fait moi les groupes plus que les lives puisque ça me permet de calibrer et puis de recadrer et puis finalement de mettre tout le monde d'accord. Il y a parfois des choses qui ont du mal à passer et ça se comprend. Mais finalement, tu sais quoi, c'est 5% des gens et c'est finalement un ratio qui est assez classique. Oui, oui, c'est sûr. En plus, je sais que dans le monde de l'hypnose, nous sommes des personnalités qui dérangeons. Et Bah, c'est tu sais, fait, hein. on est quand même sur le groupe Hypnose Underground, une vérité qui dérange. Je précise aussi que quand je parle de déshypnose, j'en parle pas forcément comme ça. Rémi a précisé que vous étiez des praticiens certifiés. Moi, je prends pas les gants. Je vais brut de décoffrage avec vous parce que sinon, j'en aurais cinq autres qui seraient partis en disant c'est trop lent, ça on le sait déjà. Et moi, j'ai pas envie de ça. Yes. En tout cas, c'était bien sympa ce petit live, hein, Fred, hein. J'ai kiffé et merci en même temps à tous pour vos commentaires, qu'ils soient positifs ou moins, parce que de toute façon, c'est la réalité du terrain. Tout à fait. Quand on fait chier les gens, autant qu'ils nous le disent. Et on le savait déjà de toute façon. Ah oui, 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 ah oui. Donc là, changement rapide. Tu vas me faire de la concurrence, mais c'est pas grave. Je veux bien, j'accepte. Et vas-y, balance le lien. En fait, j'ai envie de te dire, de toute façon, maintenant, on va arrêter de vendre la formation changement rapide. C'est pour ça que ce sera la dernière sur laquelle les gens pourront rejoindre la formation en novembre, Mais je pense online. que, Ouais. tu sais, je vais être curieux et je pense que je vais m'inscrire à ton live sur le changement rapide. Ouais. Parce que je suis curieux de voir, je suis sûr que je vais trouver des choses complètement différentes de ce que j'apporte et je suis sûr qu'on est complémentaires sur plein de choses. Ah mais Rémi, de toute Et c'est façon, pour ça que tu es là. mais bien sûr, moi je vais te dire, je suis plus proche de toi dans ta pratique que de la pratique purement ericksonienne que je connais très bien, que j'ai longtemps pratiquée, mais qui est aujourd'hui plus éloignée de notre modèle au final. Bien sûr. Allez. En tout cas, ben, on dit à tout le monde à bientôt pour un prochain live, peut-être pas avec Ouais. Frédéric. Et alors, attends, Mylène qui dit merci, je découvre avec un mental.0 à revoir et à réécouter. Donc voilà. Écoutez, Et avec, justement, il va y avoir le replay qui ouais. sera présent. Ok, super. Avec grand plaisir. Merci à vous tous d'avoir été Envoie-moi le présents. PDF, envoie-moi le PDF, je le mets sur le site Ok. et mets ton lien. En tout cas, merci à tous d'être ici. Tiens, regarde qui vient d'arriver. Je ne sais pas depuis quand, mais il est là. On a un ami commun qui vient Ouais, d'arriver qui ouais, s'appelle Monsieur ouais, Patrick Hesch. ouais, ouais, Ouais. ouais, tout à Et on fait. a fait des Mais formations ensemble. il faudrait qu'on le déshypnotise encore un petit peu pour qu'il arrive à l'heure, mais ouais, il est Oui, là. c'est sûr. Allez, je vous embrasse tous. À très bientôt. Merci Fred encore Ciao. d'avoir été présent malgré le décalage horaire. Et Ouais. bonne continuation pour la suite. Merci Rémi, merci à vous tous, à bientôt, bye.